Selon l'analyse, les forces ukrainiennes résistent encore, bien qu'il reste quelques points stratégiques difficiles, dont l'un est récemment tombé. Les Ukrainiens ont subi de lourdes pertes, et plusieurs soldats se sont rendus. Il est probable qu'ils continuent à se battre en petits groupes dispersés jusqu'à ce qu'ils ne soient plus en mesure de le faire. Quant à l'administration Trump, il est estimé qu'elle pourrait continuer à fournir des munitions, du matériel et des fonds au gouvernement ukrainien, comme cela a été le cas sous l'administration Biden. Malheureusement, cette stratégie devrait se poursuivre et aura des répercussions sur d'autres régions, notamment le Moyen-Orient. L'équipe Trump et ses soutiens semblent vouloir afficher une victoire, peu importe les actions entreprises, dans le but de servir les intérêts du président. Cependant, aucune victoire en Ukraine ne paraît envisageable. Il est supposé que Trump commence à en prendre conscience, mais il serait entouré de conseillers qui lui transmettent des informations erronées. Ces derniers décrivent l'armée ukrainienne comme une organisation solide, affirment que les Russes subissent de lourdes pertes et manquent de soldats et d'équipements, ce qui est qualifié d'absurde et de mensonger. Tant qu'il écoutera ces voix, il lui sera difficile de faire face à la réalité. Or, la réalité est simple. Les États-Unis n'ont aucun levier sur cette situation, et Moscou ne voit aucun intérêt à prêter attention aux demandes américaines. La décision la plus judicieuse pour Trump serait de suspendre toute aide militaire, de retirer tout personnel américain, qu'il soit en uniforme ou civil, et de déclarer publiquement que cette guerre ne correspond ni aux objectifs passés, ni aux objectifs actuels des États-Unis. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures, et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. En cessant toute aide, la guerre pourrait prendre fin rapidement, ce que Trump aurait déjà exprimé comme une volonté. Il a évoqué les pertes humaines et les destructions comme raison suffisante pour y mettre un terme. Une solution possible serait d'organiser une conférence réunissant Moscou, Kiev et les pays européens voisins de la Russie. Cela impliquerait toutefois de reconnaître les limites du pouvoir et de l'influence américaine, une démarche difficilement acceptable à Washington. En conséquence, il est probable que la situation reste bloquée encore plusieurs semaines. Ces observations soulèvent des inquiétudes quant aux informations fournies au président. Selon certains analystes, dont Scott Ritter, Ray McGovern et Larry Johnson, la communauté du renseignement continuerait de transmettre des données volontairement biaisées ou erronées. Ces inexactitudes influencent des décisions qui entraînent des pertes humaines massives, une réalité qualifiée de répugnante. Et les Ukrainiens et les Russes se battent encore plus âprement sous le regard de Trump. Regardez, on part à l'est du pays, on parle beaucoup de cette ville de Pokrovsk, au cœur du Donbass, dont les Russes veulent absolument s'emparer depuis des mois maintenant. Regardez, la ville a de nouveau été bombardée. Et c'était hier, on a reçu des images qui sont extrêmement impressionnantes de ces bombardements. Regardez avec ces immeubles en feu, c'est la Russie qui a frappé cette ville hier. Et on sait que les Russes poussent particulièrement dans la région. Voilà, restons sur ces images très impressionnantes de Pokrovsk. Cette grande bataille, c'est une bataille. Et 100 fois on a dit Pokrovsk va tomber, Pokrovsk n'est pas tombé. Général Richoux, on voit à quel point les Ukrainiens là tiennent bon. Ils tiennent bon, mais on s'aperçoit maintenant que la ville est sous le feu de l'artillerie russe. Donc effectivement, c'est un point chaud. Ils attaquent à peu près sur 3 axes au nord. Tchassivia, dont on annonce depuis 6 mois qui sont en train de tomber, qui est toujours pas tombé. Donc ça c'est la route de Soloviansk-Kramatorsk. Un petit peu au sud il y a Pokrovsk, et puis au sud il y a la direction Volodar qui a été prise, et puis il remonte maintenant vers le nord. Donc effectivement, des avancées qui sont des micro-avancées, mais ils avancent quand même. Et là, on s'aperçoit avec ces incendies que il y a maintenant la ville est véritablement sous le feu de l'artillerie, pas seulement sous le feu des missiles à longue portée. L'offre et la demande. On entendra dans quelques instants Donald Trump qui dit Zelensky est demandeur, puisqu'il dit Zelensky aimerait un accord. Et il dit aussi Poutine détruit son propre pays. Donc il a des méchancetés pour tout le monde. Hein, et on voit à quel point et les Ukrainiens et les Russes veulent montrer qu'ils sont pas trop demandeurs, qu'ils sont au contraire à l'offensive. Oui, parce qu'effectivement, Poutine n'a jamais dit qu'il était prêt
à geler la situation actuelle. Et donc, je pense que Donald Trump le soupçonne, en fait, de ne pas vouloir négocier, probablement parce qu'il considère que cette guerre peut encore durer longtemps, qu'il a les ressources suffisantes pour pouvoir y arriver. Et c'est intéressant de voir que Trump a des mots durs pour Poutine, ce qui montre bien qu'il n'est pas forcément cette caricature que tout le monde a décrite pendant la campagne, c'est-à-dire l'homme qui mangeait dans la main de Poutine. Et on évoquera ce sujet un peu plus longuement. Je voudrais juste finir avec ces informations qui sont données par l'ISW, l'Institut américain qui étudie très sérieusement cette guerre. Les forces russes ont récemment avancé en direction de Pokrovsk dans le cadre d'opérations offensives continues dans la région le 20 janvier, donc c'était hier. Et puis Didier François, on a ces chiffres qui donnent des vertiges. 152 combats en 24 heures seulement en direction de Pokrovsk et 73 actions offensives russes qui ont été stoppées. Est-ce que c'est le signe que l'armée russe est en train de jeter toutes ses forces dans la bataille? C'est ce qu'elle fait à peu près depuis un mois sur la zone, puisque on est sur un volume d'une centaine d'opérations. C'est-à-dire on est sur l'essentiel aujourd'hui des opérations de l'armée russe sur l'ensemble des fronts et concentré à cet endroit-là, avec une vraie difficulté pour eux, parce que c'est quand même une ville qui est bien défendue. Donc ils butent dessus et on voit que la stratégie qu'ils sont en train de faire, c'est en train d'essayer justement d'un peu l'encercler pour couper les voies de ravitaillement. Et c'est la raison, c'est ça qui pose problème aujourd'hui, pour qu'on en parle un peu aujourd'hui, c'est que là, comme l'expliquait Nicolas, le général Richoux, il est rassuré. Il y a là-bas une usine assez importante qui est la très grosse usine de sidérurgie qui produit et qui produisait jusqu'à aujourd'hui l'acier nécessaire, entre autres, à la fabrication des obus, et qui ont été obligés, là, qui maintenant qu'elle est sous le feu, est obligée d'interrompre sa production, ce qui va poser un petit problème. Donc c'est travaillé là-dessus. Mais les Russes vont avoir du mal à prendre la ville. Ça va prendre du temps. Expliquez-nous ce qui se passe exactement dans cette ville. Si on voit ici les images, c'est-à-dire le degré de destruction. On comprend bien ce qu'on voit à l'image. C'est-à-dire une grande partie de la ville est détruite. On se demande où est-ce qu'on se bat encore dans une ville dans un état pareil. Justement, dans les ruines. Justement, les ruines ont été un peu transformées en bunkers. Et puis rappelez-vous, on avait montré ces images lors d'une visite sur place de cette nouvelle ligne de défense très construite, très protégée, qui avait été faite récemment justement pour renforcer un peu cette position élevée, faire de Pokrovsk un bastion. Mais regardez le petit village, les petits villages autour. Ils ont tenu des mois. Et là, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement lourd. Donc je pense que les Ukrainiens peuvent encore tenir un certain temps. Et il y avait une usine. En outre, il semble peu probable que des changements soient apportés dans cette dynamique sous la direction de John Ratcliffe. Ce dernier est perçu comme un relais du statu quo à la Maison-Blanche. Cependant, une figure comme Tulsi Gabbard, si elle est confirmée, pourrait exiger des faits vérifiés, sachant que beaucoup des informations actuelles sont inexactes. Cela représenterait l'espoir le plus tangible d'amélioration. Par ailleurs, il n'existe pas de différence significative entre les principaux acteurs de cette administration et leurs prédécesseurs. John Ratcliffe, Jake Sullivan, Marco Rubio ou Anthony Blinken sont décrits comme représentants des politiques similaires, ce qui est jugé très inquiétant et dangereux. Enfin, des liens entre l'envoi d'armes en Ukraine et leur transfert vers le Moyen-Orient ont été évoqués. Les armes destinées à cette région semblent rester une priorité absolue, bien qu'il soit nécessaire de clarifier les flux et les implications de ces transferts. Les forces ukrainiennes continuent de résister malgré la perte de certains points stratégiques importants. Les Ukrainiens ont subi de lourdes pertes et plusieurs soldats se sont rendus. Il semble probable qu'ils poursuivent leur combat en petits groupes dispersés jusqu'à ce qu'il ne soit plus à de le faire. Concernant l'administration Trump, il est prévu qu'elle poursuive l'approvisionnement en munitions, matériel et fonds pour le gouvernement ukrainien. Une politique similaire à celle adoptée sous l'administration Biden. Malheureusement, cette approche ne devrait pas changer et pourrait même avoir des répercussions sur d'autres régions, en particulier au Moyen-Orient. L'équipe Trump, tout comme ses soutiens, semble surtout chercher à afficher une victoire, peu importe les circonstances, afin de servir les objectifs politiques du président. Cependant, il est évident qu'aucune victoire en Ukraine n'est réalisable. Bien que le président Trump semble en prendre progressivement conscience, il est entouré de conseillers qui lui fournissent des informations erronées. Ces conseillers présentent l'armée ukrainienne comme une force solide et affirment que les Russes subissent de lourdes pertes et manquent de soldats et d'équipements. Des assertions qui sont considérées comme fausses et non fondées. Tant que le président Trump continuera de prêter attention à ces sources, il lui sera difficile de confronter la réalité. La vérité est simple. Les États-Unis n'ont aucun levier décisif dans ce conflit, et Moscou ne prête guère attention aux positions américaines. Une stratégie plus réaliste serait de suspendre toute aide militaire, de retirer tous les personnels américains, qu'ils soient en uniforme ou civils, et de déclarer officiellement que cette guerre ne correspond ni aux objectifs passés,
ni aux priorités actuelles des États-Unis. L'arrêt de l'aide militaire pourrait mettre un terme rapide au conflit, une option que le président Trump aurait déjà envisagée en évoquant les pertes humaines et les destructions massives comme justification pour y mettre fin. Une solution envisageable serait d'organiser une conférence réunissant Moscou, Kiev et les voisins européens de la Russie, mais cela impliquerait la reconnaissance des limites de la puissance américaine, une approche qui serait difficilement acceptée à Washington. Par conséquent, il est probable que la situation demeure bloquée pendant plusieurs semaines. Ces analyses soulèvent des inquiétudes quant à la qualité des informations fournies au président. Selon certains experts, tels que Scott Ritter, Ray McGovern et Larry Johnson, la communauté du renseignement continuerait à fournir des informations délibérément erronées. Ces erreurs risquent d'entraîner des décisions catastrophiques, avec des conséquences humaines dramatiques, ce qui est jugé moralement inacceptable. D'autre part, aucun changement significatif n'est attendu sous la direction de John Ratcliffe, qui est perçu comme un relais du statu quo à la Maison-Blanche. Toutefois, la confirmation de Tulsi Gabbard à des postes clés pourrait changer la dynamique. Gabbard serait probablement plus exigeante quant à la véracité des informations, consciente des nombreuses failles dans les données actuelles. Cette approche offrirait l'espoir d'une amélioration. Enfin, il semble qu'il n'y ait pas de véritable distinction entre les principaux acteurs de l'administration actuelle et leurs prédécesseurs. John Ratcliffe, Jake Sullivan, Marco Rubio et Anthony Blinken sont perçus comme les défenseurs de politiques similaires. Une situation jugée à la fois inquiétante et dangereuse. Il est également suggéré que l'envoi d'armes en Ukraine soit lié à des transferts vers le Moyen-Orient, soulignant que les armes destinées à cette région demeurent une priorité essentielle. Cependant, il reste nécessaire de clarifier les flux de ces transferts et les implications qui en découlent. Certain temps. Et il y avait une usine, il y avait aussi des mines, mine de charbon, la plus grosse mine de charbon Alors d'Europe. parlons, puisque vous y arrivez, parlons de la mine de charbon, puisqu'effectivement c'est une mine extrêmement importante. C'est cette mine qui a été sur laquelle les forces russes ont avancé. Il y a ces images qui en rendent compte. 1000 blogueurs russes a affirmé que les forces russes ont saisi la mine, mais que les combats se poursuivent. C'est-à-dire que cette mine de charbon, elle n'est pas encore entièrement dominée par les Russes. Non, cette mine de charbon, elle a déjà été détruite par les Ukrainiens, justement, pour que les Russes ne puissent pas profiter et avancer surtout par les souterrains vers les positions ukrainiennes qui sont aussi quelque part placées dans cette mine, ou en tout cas aux environs. Mais les images assez spectaculaires que nous avons vues de Pokrovsk, ça montre aussi que les Russes utilisent leur tactique habituelle, c'est-à-dire détruire la ville tout simplement, quand ils n'arrivent pas à la prendre, parce qu'ils n'ont pas les capacités tout simplement, sinon c'était déjà fait. On les a vus aussi détruire leur propre ville en Russie, dans la région de Kursk. Absolument, ils ne savent pas faire autrement, donc on détruit tout, on anéantit tout, et après, quand il n'y a plus à quoi s'accrocher, ou les militaires ukrainiens, par exemple, ne peuvent même pas plus se cacher, donc bien sûr, ils reculent, et les Russes avancent, mais donc ils récupèrent que des ruines, et c'est encore une fois, ça détruit le mythe que les Russes mettent en avant en justifiant cette guerre, en disant que, bah oui, bien sûr, ils sont venus pour libérer la population russophone qui souffre, etc. Non, ils sont venus pour détruire l'Ukraine, pour détruire la nation ukrainienne. Et ça, c'est une rue principale, c'est vraiment le centre, c'est les Champs-Élysées de Pokrovsk. Et c'est quand on voit toutes ces destructions, on comprend à quel point cette pauvre ville souffre. Et les personnes qui restent encore, qui ne veulent pas partir pour toutes sortes de raisons, bah, ils survivent. Oui, il y a des gens qui vivent. Ça, c'est peut-être pour ça qu'on a cette déclaration aujourd'hui de Donald Trump, qui petit à petit. Rappelez-vous, on discutait il y a 15 jours, on dit mais quand même c'est bizarre, Zelensky, pourquoi il dit aussi des trucs aussi, il fait un peu de la lèche à Trump. Bah oui, mais en fait aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, il y a deux choses qui sont dites dans la déclaration de Trump, c'est Volodymyr Zelensky veut la paix, mais peut-être pas Poutine. Et vous voyez bien qu'il y a un petit bascule, et donc la stratégie de Volodymyr Zelensky, qui était de montrer que lui, il était ouvert à la discussion avec les États-Unis, et ben finalement, ça va peut-être payer, et de parier sur le fait que Vladimir Poutine ne veut pas d'accord, ou ne peut pas passer un accord, parce que politiquement, ça sera difficile pour lui, aujourd'hui est en train d'infuser dans la tête de Donald Trump, et je pense que ça va être intéressant de voir comment ça se développe dans les semaines prochaines. En tout cas, c'est là-dessus parier Volodymyr Zelensky et les Européens. On va y revenir très longuement après, mais qu'on reste un moment sur la situation militaire. Mais donc ça va peser cette bataille. Alors, il y a une autre image qui nous prouve à quel point cette bataille de Pokrovsk, elle est importante du côté russe. Regardez, c'est le chef d'état-major, le général Gerasimov, que l'on connaît bien, qui a visité le centre un poste de commandement du groupe de troupes du centre. C'est rare de le voir sur le terrain, parce que c'est vrai qu'il n'était pas à Pokrovsk même, mais il s'est rendu dans la région, dans un centre de commandement. Preuve générale, on va parler à un autre général, que cette ville est l'une des priorités de l'armée russe. C'est même sa priorité, c'est ce que oui, vraisemblablement, c'est la priorité du moment, c'est là où ils font l'effort, au point d'ailleurs de négliger presque le front de Kursk à un moment au nord. Ils le perdent pensant qu'ils vont le récupérer après, mais là, il leur faut des gains. Il leur faut absolument ces gains-là. Gagner Pokrovsk, ça leur donnera ça leur donnerait, bien entendu, ils ne l'ont pas prise et on ne sait pas s'ils la prendront, ça leur donnerait, je dirais, un nœud de la défense ukrainienne. Quelle est l'ampleur du... Il est estimé que les Israéliens pourraient profiter d'une forme de cessez-le-feu. Cependant,
Après avoir examiné l'accord, il semble probable que cela ne dure pas plus de 6 semaines. Car c'est la première phase, et cette phase est la plus importante pour M. Netanyahou. C'est à ce moment-là qu'il doit récupérer les otages encore vivants. Une fois cela fait, il est probable que le cessez-le-feu devienne complètement insignifiant et que les opérations reprennent comme elles l'ont fait dans le passé. Voilà donc l'état des lieux. La chaîne de monde multipolaire rappelle qu'il y a de la place pour un monde multipolaire plus juste. Nous n'encourageons pas la violence et souhaitons vivement le retour de la paix. Merci de votre attention, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, notre Telegram sera bientôt disponible. Passez une bonne journée. Au revoir.